Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie. Bonjour, pour cette nouvelle émission Éclairage en coproduction avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, je vous propose de vous intéresser aux grands prédateurs, c'est-à-dire le loup et le lynx. Deux espèces protégées, localisées sur le territoire français et qui suscitent régulièrement la polémique sur la cohabitation avec l'homme. Un sujet qui intéresse de près notre invité et nous y reviendrons au cours de cette émission, mais dont la recherche s'inscrit plus généralement sur le processus de colonisation et de prédation du loup et du lynx, mieux connaître ces espèces pour mieux les gérer. Éric Marboutin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes le chef de projet de l'unité de recherche sur le loup et le lynx à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, nous dirons ONCFS pour aller plus vite. Donc dans le département de l'Isère, donc nous allons nous intéresser effectivement à ces deux prédateurs. Éric Marboutin, le loup et le lynx avaient disparu du territoire français. Les loups sont revenus dans les Alpes à partir des années 90, 1992. Cela est dû à l'extension progressive des populations italiennes, mais aussi à l'exode rural, à la reforestation. Et le lynx, quant à lui, a fait sa réapparition dans les années 80 dans le Jura français, suite à des programmes au départ de réintroduction dans le Jura suisse, chez nos voisins suisses. Et c'est à partir de là que le massif alpin a lui aussi été recolonisé par la suite. Des réintroductions également ont été faites dans les Vosges dans les années 90. Alors aujourd'hui, Éric Marboutin, j'imagine que l'on dispose d'une cartographie assez précise de ces deux espèces sur le territoire français. Est-ce que l'on arrive à établir, à connaître leur nombre exact de ces loups d'une part et lynx d'autre part? Alors connaître leur nombre exact serait peut-être un peu prétentieux, mais avoir des ordres de grandeur qui se rapprochent probablement assez bien de la réalité, oui. On estime qu'à la sortie de l'hiver 2011-2012, on doit avoir de l'ordre de 230 loups environ en France. Et pour le lynx, on est plus sur une fourchette un peu plus basse, de l'ordre de 100 à 150 individus, si on fait la somme de ce qui est observé à la fois sur le massif vosgien, le massif jurassien et le massif alpin, même si le gros de la population de lynx est concentré sur le massif jurassien. Est-ce qu'ils vivent tous, donc lynx et loup, dans des zones protégées ou pas spécialement ? Alors non, je dirais même que c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de lynx et de loups en dehors de zones protégées. Si vous entendez par zone protégée, par exemple, des parcs nationaux ou des réserves naturelles, ce genre de choses, effectivement, l'essentiel des populations de ces deux grands prédateurs évolue hors zone protégée maintenant. Par exemple, pour le loup, il y a 4 meutes qui sont installées dans le parc national du Mercantour. Il y en a une qui est en cours d'installation dans le parc national des Écrins. Une sur la réserve des Hauts Plateaux dans le Vercors, et donc ça en laisse 17 ou 18 autres qui sont en dehors d'espaces protégés, dans des espaces qu'on pourrait caractériser de banals en termes de protection en tout cas. Alors le loup, on l'imagine bien au niveau des Alpes, il y a aussi quelques spécimens du côté des Pyrénées. Tout à fait. Le loup a cette caractéristique de coloniser de nouveaux espaces en partant parfois très loin de ses meutes d'origine. Et par exemple, depuis 1998, début des années 2000, on a des preuves de présence du loup dans les Pyrénées-Orientales. On a eu des cas aussi détectés sur le Massif central dès 1997. Et actuellement, on a aussi 2 animaux qui viennent de se sédentariser à l'issue de cet hiver sur le sud du Massif vosgien, sur un territoire à cheval sur les départements des Vosges, de la Haute-Saône et du Haut-Rhin. Alors, au sein de votre équipe, vous vous intéressez justement à ce suivi de population, vous vous intéressez à la manière dont ils peuvent vivre, évoluer, s'établir justement sur ces territoires. Comment observez-vous ces deux espèces, le loup d'abord et le lynx ensuite? J'imagine qu'on observe ces animaux de manière très différente. Alors oui et non, vous avez raison, on les observe un petit peu de la même manière, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a des points communs qui sont que ce sont des espèces très discrètes, qui vivent à très faible densité et sur des très vastes superficies. Le domaine d'une meute de loup, c'est de l'ordre de 300 km². Le domaine d'un lynx, c'est de l'ordre de 150 à 200 km². Donc en gros, ça veut dire qu'on cherche un peu une aiguille dans une meule de foin. Et il va falloir avoir une pression d'observation sur le terrain beaucoup plus importante que celle qu'on pourrait mettre en œuvre pour des espèces plus classiques. Et pour ce faire, on va démultiplier cet effort de prospection en formant des volontaires qui sont des gens de tout horizon. Il y a beaucoup d'agents de l'État, mais il y a aussi des chasseurs, des naturalistes, des gens sans étiquette. On va les former pendant 3 jours dans un stage pour en faire des correspondants de terrain et leur apprendre comment reconnaître des indices de présence que le loup ou le lynx pourraient laisser lors de leur passage à un endroit. Ça peut être des empreintes dans la neige,
des observations visuelles, des proies sauvages ou domestiques que ces carnivores auraient consommées. Et toutes ces personnes, formées de la même manière, vont recueillir ces indices de présence et à l'ONCFS, nous allons les centraliser pour ensuite en déduire l'évolution de l'aire de présence des deux grands carnivores. Alors dans le cas du loup, on a un petit élément spécial qui est qu'on fait beaucoup d'analyses génétiques sur des échantillons d'origine biologique, principalement les fesses, les urines ou les poils de loup qu'on peut trouver dans la nature, puisque souvent le loup se sert de ces déjections pour marquer son territoire, donc on les trouve assez facilement. Et sur le lynx, on a une autre petite spécificité qui est d'essayer d'identifier les animaux, non pas par la génétique, mais par le pattern de leur pelage. Chaque lynx a des combinaisons de taches un peu individuelles qu'on peut révéler avec des pièges photographiques un peu spécifiques. Oui, parce que j'imagine que lorsque l'on travaille à partir d'indices, à savoir les traces de pas dans la neige, par exemple, ou les urines, les déjections, il n'est pas évident de savoir si c'est pas le même animal qui vous joue des tours et passe plusieurs fois au même endroit. Exactement, donc pas évident de savoir le nombre d'individus. Si on veut avoir une idée du nombre d'individus, on a par définition besoin d'individualiser ces animaux. Sur le loup, ça se fait avec la signature génétique de l'animal qu'on trouve dans ses déjections, ou ses urines ou ses poils. C'est fait en collaboration avec un laboratoire du CNRS à Grenoble, du professeur Taberlé, et avec celui de Jean-Dominique Le Breton à Montpellier pour les modélisations mathématiques qui s'ensuivent. Et pour le lynx, eh bien, on passe par le fait que chaque lynx a cette particularité d'être unique en termes de répartition de ses taches sur son pelage. Mais oui, certains indices permettent d'accéder à cette individualisation et d'autres pas du tout. Les empreintes, par exemple. On a tous entendu dire que les loups marchaient patte dans patte à la queue leu-leu. On peut très bien croire suivre les empreintes de 2 loups alors qu'en fait il y en a 4 ou 5 qui se suivent les uns derrière les autres. En France, ce sont des meutes de 5-8 loups à peu près ? En moyenne, c'est effectivement entre 3 et 5 loups. Les tailles de meutes les plus importantes qu'on a assez rarement relevées étaient jusqu'à 10 individus, mais ça reste assez anecdotique, je dirais. Il faut savoir que l'effectif de chaque meute augmente à l'issue de la reproduction, évidemment, mais se dégonfle après, si je peux me permettre l'expression, par le jeu de la dispersion des subadultes et des adultes qui vont partir coloniser de nouveaux territoires. Donc on a une espèce de fluctuation interannuelle des effectifs au gré du succès de reproduction de l'espèce, localement, et au gré du fait que certains individus quittent ou pas la meute pour aller coloniser de nouveaux territoires. Si vous avez des individus qui effectivement ont besoin d'une surface moyenne de 300 km², du coup j'imagine que ça se déplace par tâche si vous avez d'autres individus qui quittent la meute pour justement aller vers d'autres horizons. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que au sein du territoire défendu par une meute, l'utilisation de l'espace et l'utilisation des proies potentielles va se faire par secteur. Les loups vont chasser pendant 15 jours sur un petit secteur, et puis quand les proies seront devenues plus difficiles à attraper parce que soit moins abondantes, soit plus méfiantes, ou les deux combinés, eh bien ils vont se déplacer sur une autre partie de leur territoire pour exploiter d'autres proies. Et effectivement aussi, quand un animal va quitter cette meute, soit pour cause de conflits sociaux, je dirais, liés à la reproduction ou à l'alimentation, eh bien, il va partir assez loin potentiellement. On n'a pas d'idée sur les facteurs qui s'arrêtent ou pas à tel ou tel endroit, mais ce qu'on observe, c'est qu'ils peuvent faire de très très grands déplacements. Et cette notion de tâche que vous évoquez est exactement ce qu'on reprend officiellement, puisqu'on dit que le processus de colonisation chez le loup se fait en tâche de guépard ou de léopard. Ça traduit bien l'idée qu'on a un cœur de population et des individus qui s'en vont coloniser un peu plus loin des nouveaux territoires. Outre ces indices à partir desquels vous travaillez avec votre réseau de correspondants, vous avez aussi mené une étude qui, je crois, se termine avec un collier GPS sur une louve alpha. Est-ce que vous pourriez nous en parler et quels ont été les éléments supplémentaires que cette étude vous a apportés ? Alors cette étude s'inscrit en fait sous la dénomination Programme Prédateur Proie, qui est conduit en collaboration avec le Parc National du Mercantour, le CNRS et la Fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes, ainsi que l'ONCFS donc. Et cette étude a pour but de mesurer l'impact de la prédation du loup sur le bilan démographique des populations de proies qu'il peut exploiter. On a choisi ce territoire parce que c'était un territoire qui était très diversifié en matière d'espèces de proies présentes. C'est dans la vallée de la Haute-Tinée, où vous avez à la fois du cerf, du chevreuil, du chamois et du mouflon. Donc d'un côté, on capture ces ongulés, on leur met des colliers émetteurs pour pouvoir calculer leur taux de survie face à la prédation. Et d'un autre côté, on essaie d'avoir au moins un loup équipé d'un collier GPS pour pouvoir le suivre très finement dans ses déplacements dans l'espace et en temps réel, puisque le collier GPS est programmé pour nous envoyer des informations à pas de temps très réguliers et assez courts, qu'on reçoit sur l'équivalent d'un téléphone portable en fait. Et ça va nous permettre d'aller trouver des proies fraîchement tuées par les loups pour voir dans quelles conditions ces proies étaient
Est-ce que c'était des jeunes animaux? Est-ce que c'était des vieux animaux affaiblis? Ou est-ce que c'était au contraire un échantillonnage aléatoire de la population de proie? Ce qui après peut avoir des conséquences en termes d'impact de la prédation par le loup sur ces populations d'ongulés selon qu'il tue plus ou moins des animaux déjà affaiblis ou pas. Alors justement, venons-en à la prédation. Ce sont donc de grands prédateurs. Les loups, pour parler d'eux, consomment à peu près 4 kilos de viande, je crois, par jour. J'imagine que ça dépend de la taille des individus, qui chassent bien sûr des animaux sauvages. Mais là où ça peut parfois crisper certaines populations, c'est lorsque les zones d'élevage sont touchées. J'imagine que c'est un domaine auquel vous vous intéressez. Comment on fait pour gérer une cohabitation justement entre l'homme, l'élevage et ces grands prédateurs? Alors on essaie de faire le mieux possible, ce qui n'est pas un exercice facile, vous vous en doutez. Ce sont des espèces, surtout le loup, qui véhiculent tout un cortège d'histoires passées et de problèmes actuels un peu mélangés. L'action principale repose d'abord sur la prise en compte des pertes occasionnées par la prédation du loup sur les troupeaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un éleveur ou un berger pense avoir dans son troupeau un animal qui a été tué par le loup, il fait appel à, dans chaque département, il y a des personnes identifiées qui ont été formées pour ça, il fait appel à ces personnes pour venir faire ce qu'on appelle un constat d'attaque sur le terrain. Et cette personne va, pour chaque animal, mouton, chèvre, bovin éventuellement blessé et ou tué, relever toute une batterie de critères descriptifs de la prédation sur les animaux. Quelles sont la nature des morsures infligées? Sont-elles profondes ou pas? Sont-elles associées à des lésions? Comment est organisée la consommation de la victime? La quantité consommée, les parties consommées? Et à partir de ce dossier technique relevé sur le terrain en présence de l'éleveur ou de son berger, il va y avoir ensuite une instruction technique qui va conclure, pour faire simple, à peut-on oui ou non imputer raisonnablement cette prédation au loup, et s'ensuivra une indemnisation à la fois de la perte directe, c'est-à-dire de la valeur commerciale de l'animal, mais aussi de ce qu'on appelle les pertes indirectes, puisque quand il y a des attaques sur les troupeaux, on imagine aisément qu'il peut y avoir des animaux qui sont dispersés, qui sont pas retrouvés, donc c'est pris en compte sous la forme d'un forfait. Et puis il y a aussi une forme de stress lié à l'attaque qui peut perturber par exemple l'engraissement des animaux ou provoquer des avortements prématurés des brebis qui étaient gestantes. Donc ça aussi c'est pris en compte dans le processus d'indemnisation. C'est le premier volet et le volet le plus important de l'accompagnement de la filière de l'élevage face au retour du loup. Le deuxième volet, c'est la mise en place de moyens de protection qui sont cofinancés par le ministère en charge de l'agriculture et par l'Europe, par des fonds européens. Donc c'est du gardiennage, c'est clôturer les parcs? Tout à fait, c'est faire d'abord un bilan pour chaque troupeau de qu'est-ce qui doit être pris en compte en matière de conduite de troupeau, de spécificité du terrain local et de ce que l'éleveur peut au mieux mettre en place. Donc ça peut passer, comme vous le dites, par du regroupement de troupeaux, des clôtures électriques, des chiens de protection qui restent la pierre angulaire principale de la protection des troupeaux puisque ce sont les seuls qui sont vraiment actifs, qui peuvent être potentiellement actifs et efficaces la nuit. C'est la nuit que se passe 99% des attaques, bien sûr. Et ça, c'est un gros dossier à la fois technique et financier. Et il y a aussi du temps de gardiennage qui est remboursé parce que mettre en place tous ces moyens de protection, ça nécessite du temps supplémentaire que les éleveurs et les bergers n'ont pas forcément disponible. Ils ont un métier d'éleveur et de berger en dehors de la problématique de la gestion de la prédation sur leurs troupeaux. Et donc le temps supplémentaire occasionné par la mise en œuvre des moyens de protection est lui aussi pris en charge. Et le troisième volet du triptyque, c'est l'intervention directe sur les loups qui font les attaques quand elles sont récurrentes, à titre exceptionnel, à titre dérogatoire, dit-on. Puisque ce sont des espèces protégées? Tout à fait, ce sont des espèces protégées par le droit français qui a retranscrit, entre autres, la Convention de Berne et la Directive Habitat dans son droit français, donc. Et à titre exceptionnel, quand on ne peut pas faire autrement, on peut ponctuellement, localement procéder à des enlèvements de certains animaux. Aujourd'hui, Éric Marboutin, est-ce que c'est une population, pour ce qui est des loups, qui est en progression constante ou en stagnation? Alors elle n'est pas en stagnation, même si on a observé dans les années 99, 2000, 2001, 2002 une période de développement moindre, elle est globalement en développement. Par contre, le développement n'est pas régulier parce que, comme toutes les espèces sauvages, elle est soumise à des aléas de succès de reproduction, de variabilité de son taux de survie. Les louveteaux peuvent mourir en quantité plus ou moins abondante des mêmes maladies dont mourraient nos chiots si on ne les vaccinait pas, par exemple. Donc tout ça va varier d'une année à l'autre, évidemment. Et le bilan démographique final, entre ce qui meurt et ce qui naît, pour faire simple, lui est variable d'une année à l'autre. Mais globalement, on a quand même une tendance à l'augmentation
Le dernier bilan fait ressortir une augmentation de l'ordre de 10-15%. Et qui s'explique par la reforestation, l'exode rural, qui s'explique par Qui s'explique par le fait d'abord que c'est une espèce écologiquement très plastique qui peut vivre dans un peu n'importe quel milieu, donc elle va être assez peu exigeante sur le plan de l'écologie. Et c'est une espèce qui arrive dans un habitat où elle n'a pas de concurrent, c'est un super prédateur, donc au-dessus de lui, il n'y a pas d'autres prédateurs à part potentiellement l'homme, bien sûr. C'est une espèce qui, comme partout ailleurs en Europe, bénéficie, comme vous l'avez fait remarquer, de la reforestation, d'un contexte avec des espèces proies plus abondantes que ce qu'elles pouvaient être auparavant, et bien sûr de son statut de protection. Donc tout ça fait que l'espèce se développe effectivement encore actuellement. Est-ce que l'augmentation du nombre de prélèvements dépend justement de cette progression du nombre d'individus? Je parle du loup, bien sûr. Alors, le niveau de prélèvement annuel autorisé par l'État est effectivement cadré par la croissance démographique de la population qui est évaluée chaque année et qui ensuite sert dans le diagnostic de son statut de conservation, puisque selon le niveau de croissance qu'on va observer d'une année à l'autre, ça va nous conduire à définir un nombre minimum de meutes qui doit être sécurisé sur le territoire français pour pouvoir statuer sur le fait qu'elle est en bonne voie, en bon statut de conservation. Ensuite, c'est une autre démarche qui permet de définir le nombre d'animaux qui peuvent être prélevés annuellement. Alors, ce sont des animaux qui vivent de manière transfrontalière, ils connaissent pas de frontières. Ce sont des animaux qui vivent à la fois en France, en Italie ou en Suisse aussi. Donc là, en l'occurrence, je fais référence au loup, mais également au lynx. Comment se passe la collaboration scientifique avec vos homologues italiens et suisses, justement, pour le suivi de ces populations ? Alors depuis une dizaine d'années, les biologistes en charge du suivi du loup, à la fois en France, en Suisse et en Italie, ont décidé de se regrouper pour mettre en commun à la fois les méthodes de suivi de population et les résultats. Et ce groupe donc met à jour, environ tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend, des bilans de population exprimés en nombre de meutes qui sont soit d'un côté, soit de l'autre de la frontière, soit à cheval sur la frontière. Et ainsi, on arrive à regardez non pas uniquement ce qui se passe chez les uns et chez les autres, mais ce qui se passe en commun. En matière de lynx, les collaborations scientifiques sont plus récentes et plus localisées au massif jurassien, puisque depuis 2 ans maintenant, avec nos collègues suisses qui nous ont beaucoup aidés dans la mise en œuvre de ces nouveaux protocoles de suivi de l'espèce, on organise des suivis transfrontaliers simultanés à partir d'un grand nombre de pièges photographiques automatiques qui sont déposés sur le terrain, et qui servent à faire des photos des lynx sur les 2 flancs des animaux et en analysant la répartition des taches des animaux sur leur pelage, on peut les identifier, estimer les densités, voir quels sont les animaux qui sont transfrontaliers, par exemple. Je le disais en préambule de cette émission pour vous présenter, vous êtes chef de ce projet justement sur les études menées sur les grands prédateurs, donc loups et lynx. Quels vont être vos projets à venir, vos recherches à venir concernant ces 2 populations? On a parlé de ce collier GPS qui est une étude qui se termine, on a parlé du piège photographique pour le lynx comme vous venez de le faire à l'instant. Est-ce que vous avez à long terme d'autres modules qui se profilent dans les études concernant ces oui, 2 tout espèces. à fait. Alors on a des projets en cours sous forme de collaboration essentiellement avec des laboratoires du CNRS, avec le laboratoire du professeur Taberlé qui réalise les analyses génétiques. On a un projet d'analyse génétique du régime alimentaire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on veut décrire le régime alimentaire du loup à vaste échelle, on recueille ses excréments et on essaie, en les regardant sous microscope, après une petite cuisine préparatoire, dirons-nous, d'identifier quels sont les restes alimentaires qu'il peut y avoir. A-t-on des poils de chamois, des poils de chevreuil, ce genre de choses. Ça permet d'avoir, en gros, la proportion des espèces sauvages et domestiques dans le régime alimentaire et au sein des espèces sauvages, la proportion de différentes espèces. On peut regarder comme ça comment varie au cours du temps le régime alimentaire du loup. Ces méthodes sont quand même assez lourdes à mettre en œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui est bien entraîné arrive à analyser 2 excréments de loup par jour. Donc on récolte à peu près 600 excréments par an. Ça prend donc beaucoup de temps de les analyser et l'équipe du laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, du professeur Taberlé, a mis au point une méthode d'analyse génétique directe à partir des excréments, de l'ADN, des proies qu'on peut trouver à l'intérieur, ce qui permet d'avoir de manière automatique beaucoup plus d'échantillons analysés dans un laps de temps beaucoup plus court et d'avoir accès à une diversité du régime alimentaire beaucoup plus importante, puisque quand on analyse par exemple visuellement sous le microscope un excrément de loup qui va être à 99% composé de poils de chevreuil, on peut très bien rater les 1% de poils de marmotte qui étaient à l'intérieur et dire ben voilà, il n'a mangé que du chevreuil, alors qu'en fait non, il a mangé du chevreuil et de la marmotte. Ça, l'analyse génétique nous permettra à l'avenir de le quantifier. Et le deuxième type de collaboration
qui là sont un peu plus ardus sur le plan méthodologique, du moins en termes d'explication, parce que les analyses génétiques sont aussi ardues sur le plan méthodologique. C'est des collaborations qu'on a avec le laboratoire CNRS de Montpellier, l'équipe de Jean-Dominique Le Breton et d'Olivier Gimnez, qui visent à développer des approches mathématiques les plus pertinentes possibles pour calculer par exemple le taux de croissance des populations, pour définir le mieux possible l'aire de répartition de ces espèces. Donc là, ça fait appel à des familles de modèles qui cherchent avant tout à tenir compte du risque de rater les animaux à un endroit donné alors qu'ils sont présents et comment modéliser ce risque le mieux possible. Donc encore beaucoup d'années d'études devant vous, de recherche, pour mieux comprendre ces deux espèces et mieux les gérer, pour mieux cohabiter avec elles. Merci à vous d'être venu nous voir, Éric Marbotin, et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous. Merci.